Jean Alambre, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Corrèze Télévision. Nous avons le plaisir de vous accueillir une fois de plus dans le cadre du CDI du lycée Bahuet et je m'en réjouis. Vous connaissiez déjà cet établissement. Tout à fait. Vous y étiez venu pour une journée lecture où vous aviez amené votre guitare et où les élèves ont eu la joie de découvrir votre talent de chanteur et compositeur. C'est un souvenir partagé et je vous remercie de m'accueillir une seconde fois à Bahuet. Voilà. Et aujourd'hui, nous accueillons Jean Alambre, l'écrivain, pour votre roman paru aux éditions Descartes qui s'appelle Jeanne d'Agnoux, de Corrèze à Decazeville. Vous signez là un portrait de femme très touchant qui est votre trisaïeul. Ma première question, comment avez-vous eu envie d'écrire sur cette trisaïeule et quel a été votre chemin documentaire? Comment avez-vous remonté le fil du temps? Ma découverte de Jeanne, en fait, c'est une aventure à la fois étrange et passionnante. De Jeanne, j'ignorais tout jusqu'au début des années 1980. Ni ma grand-mère maternelle, qui était sa petite-fille, ni ma mère, qui était son arrière-petite-fille, ne m'en avaient jamais parlé. Au départ de ma mère, à son décès en 1979, j'ai eu une envie immense de découvrir la lignée, disons. Donc, je me suis improvisé généalogiste et je suis allé rechercher dans les archives d'état civil de la mairie de Saran. Et j'ai découvert la naissance d'un enfant qui était fils d'une Jeanne Fressinge et d'un père non désigné dans l'acte. Mais le maire de Saran de l'époque, nous étions à cette époque vers 1830-1832, avait laissé un blanc à l'emplacement du patronyme de l'enfant, en sachant très bien que quelque temps plus tard, le père viendrait reconnaître ce fils. Et c'est ce qui s'est produit, puisque le blanc a été rempli du nom de Breuil, avec une encre légèrement différente, et qui signifiait que quelque temps plus tard, le père était venu effectivement reconnaître l'enfant. Et j'avais découvert le nom de la mère de l'enfant, Jeanne Fressinge. Je suppose que ce fut une grande émotion. Et le livre, justement, le premier chapitre s'ouvre, donc vous situez votre livre au début de la monarchie de Juillet. Oui. Et Jeanne, et on met tout de suite en scène Jeanne, qui est sur la borne et qui attend comme un prince charmant Jean-Baptiste Breuil, qui est bergère, et on voit apparaître ce cavalier. C'est un peu un début de roman comme un conte. Mais elle ne s'y attend pas. Elle ne s'y attend pas, oui. Mais c'est un peu qui a des allures de conte. Et en fait, malheureusement, tout les sépare. Elle est d'une famille très croyante, lui d'une lignée, vous nous dites dans votre livre, de franc-maçon. Donc, il va lui faire un enfant. Et à l'époque, être fille-mère, c'est une tâche indélébile. Absolument. Et cette tâche qu'elle va porter, qui va la faire beaucoup souffrir et qui va la conduire, parce qu'elle est très digne et très forte, à refuser que Jean-Baptiste l'épouse et à vouloir vivre seule sa vie, à travailler et à être une femme très moderne, indépendante, qui va partir aussi travailler à Decazeville, dans les mines. C'est ça. Avez-vous été jusqu'à Decazeville? Ah, tout à fait, tout à fait. Le livre m'a pris 2 ans du point de vue de l'écriture. Mais lorsque je vous disais que j'ai découvert donc la première trace de Jeanne au début des années 1980, j'ai commencé à écrire le livre au début de l'année 2006. C'est-à-dire que tout ce créneau d'années, je l'ai consacré à retrouver une foule d'éléments, d'archives, de témoignages concernant Jeanne, de façon à être en mesure de reconstituer son histoire de vie, en ne trahissant que le moins possible, en romançant la réalité.
de ce qu'avait été cette vie de femme exemplaire du XIXe siècle. Et Jean-Baptiste Breuil, on le voit partir à Paris, moins courageux qu'elle finalement, et il va fréquenter le café Tabouret, il va connaître Lamartine, voilà. Donc il va être baigné dans cette époque voilà, si mouvementée. Il va connaître les épisodes des Trois Glorieuses, 1830, après la Révolution de 1848. Il est à Paris aux côtés de Lamartine, effectivement, parce qu'il est le fils... Là, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Jeanne est née en 1806, donc sous le Premier Empire. Et sa jeunesse va être une succession de régimes très différents. Donc on passe de l'Empire à la Restauration, et puis à la monarchie de Juillet. On vit une période quand même mouvementée avec l'esprit de revanche des royalistes et de l'Église au lendemain de la Révolution française. Et puis effectivement, elle va tomber amoureuse, et ce sera un amour partagé, avec ce Jean-Baptiste Breuil, qui lui est le fils de la commune voisine de Saran, celle de Mérignac-l'Église, et il se trouve que son père est le maire de cette commune de Mérignac, et le père est un farouche républicain, et de surcroît appartenant à une loge maçonnique. Donc c'est pour cela que l'amour, si sincère était-il entre Jeanne et Jean-Baptiste, n'a jamais pu se concrétiser par un mariage. Alors Jeanne va vivre ce drame affectif avec beaucoup de courage, en restant malgré tout dans les Monédières, dans cette Haute-Corrèze qui était sa terre natale. Toutefois, elle est chassée de sa famille. Oui, on peut dire répudiée, oui, voilà, parce que son père était le bedeau, était le marguillier du curé de Saran. Donc ça posait un problème quasi insurmontable dans le contexte sociopolitique de l'époque. Donc elle va partir jusqu'à Decazeville, et là pour elle ça va être une découverte. Quand elle arrive à Decazeville, c'est un Espagnol qui lui parle en premier, oui. Parce que les mines attirent des vagues de migrants. Donc il y a des Italiens, il y a des Autrichiens, il y a des gens qui viennent de tous les coins. Oui, voilà, et du sud de la France et même de Pologne. Elle découvre après l'enfer des mines, puisque ses enfants vont travailler dans les mines. Voilà, parce qu'elle renonce à la Corrèze par déception amoureuse. Disons que ce mariage avec Jean-Baptiste Breuil n'ayant jamais pu se concrétiser, elle finit un jour par se dire qu'il vaut mieux qu'elle parte refaire sa vie ailleurs. Alors elle vend sa chaumière, ce qui lui reste de bien, pour payer la diligence qui va l'emmener avec ses 3 plus jeunes enfants à Decazeville, où elle compte découvrir un nouvel univers du travail et des choses qui, pour elle, lui permettront de tourner la page avec cette jeunesse cassée, brisée. Alors, effectivement, à Decazeville, elle découvre un autre univers qui n'est pas plus doux, si je puis dire, que celui qu'elle a quitté. Elle a quitté la rugosité, en quelque sorte, du milieu paysan de la Haute-Corrèze, et elle découvre un univers minier qui n'est pas plus, pour elle, simple à affronter. Vous dites, les mâchoires du malheur n'en finissaient pas de la serrer, parce que l'un de ses fils va partir. Alors, Napoléon a fait une guerre au Mexique, voilà. Et il y avait on arrive au Second Empire, et donc il a été enrôlé et même dénoncé, parce que bon, il n'avait pas franchement envie d'aller là-bas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, si vous me permettez, oui. Ce fils qui était parti avec elle à l'âge de 14 ans, donc a grandi jusqu'à sa majorité à Decazeville, mais il était né à Corrèze, en Corrèze. Ce qui explique que lorsque l'armée a mobilisé, sous Napoléon III, les jeunes hommes pour aller se battre au Mexique, d'ailleurs une guerre un peu folle et sans fondement, ce fils, il est mineur à Decazeville. Mais il est convoqué pour le service militaire
dans sa commune de naissance, en Corrèze. Mais le problème pour lui est le suivant, c'est qu'à l'époque, les patrons des mines ne sont pas des gens très coulants. Donc il sait parfaitement que partir en Corrèze pour aller se répondre présent à la convocation de l'armée, ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent à nouveau la diligence, qu'ils perdent 4 jours de voyage, 3 ou 4 journées, ce qui fait qu'il renonce à y aller, en disant je vais perdre mon emploi, parce qu'à son retour, il était pratiquement certain qu'il aurait été remplacé à la mine. Donc il ne va pas au conseil de révision, il ne se présente pas. Alors évidemment, à Corrèze, on le considère comme déserteur. Il ne s'est pas présenté, donc on lui flanque ce qu'on appelait un mauvais numéro, et le voilà parti pour le Mexique, avec l'armée du Mexique. Où il contracte la fièvre. Oui, il va contracter la fièvre jaune et mourir là-bas sans revoir sa terre natale. Le malheur s'abat sur Jeanne une fois de plus, voilà. Et elle perd également une de ses filles, voilà, Marie, qui est trieuse de charbon, elle meurt en couche. Et sans doute à cause de la rudesse du travail qu'elle effectue, parce que les trieuses de charbon, c'était quand même une tâche extrêmement pénible. Revenons à Jeanne. C'est une femme extraordinaire que l'on suit au fil des saisons de sa vie. Et à l'âge de 60 ans, elle est dans les grèves, donc à Firmi, à Decazeville, il y a des grèves terribles, sanglantes, et elle est donc dans ces mouvements, elle soigne les blessés, et on la voit toujours, donc une militante soucieuse de justice et toujours prête à donner de sa vie. C'est là que ça devient pour nous une héroïne de l'ordre de Louise Michel. Elle fait penser à Louise Michel. Elle fait penser à Louise Michel, c'est exact. Et ce qui m'a énormément frappé et passionné chez cette femme, c'est ce courage qu'elle avait en elle et sa générosité, son humanisme, qui était à la fois un héritage de son enfance et de sa culture chrétienne, mais au sens des chrétiens des premiers âges, je serais tenté de dire, plus que de l'intégrisme catholique. Et elle avait cette générosité en elle, cette volonté de partager, d'aider les autres. Et en même temps, elle découvre à Decazeville, en cette période du XIXe siècle, la montée des idées nouvelles, des idées sociales. Et Jeanne est un mix, si je puis m'exprimer ainsi, des deux. Ce qui en fait effectivement une personne extrêmement intéressante du point de vue de ses engagements. Voilà, parce qu'elle est confrontée aux premières grèves dures du bassin minier de Decazeville, et ce sont des premières grèves très dures et sans appel, parce que les convictions à l'époque sont profondes. Donc, eh bien, elle monte sur les barricades face aux gendarmes, voilà, avec les gens de son quartier, avec les vieillards même qui prennent un fusil pour s'opposer à des gendarmes qui viennent pour déloger les grévistes du carreau du Gars, qui est le carreau de la mine d'Aubin, près de Decazeville. Et on voit aussi ce contraste entre le cercle des chemins de fer où les hommes dans des bureaux, la bourgeoisie a des idées et où on a le peuple qui est là et qui souffre. Donc voilà, on voit toujours ce décalage entre les idées des hommes politiques et ce peuple qui a fain, qui vit dans les mines. Ce qui est extrêmement intéressant, et ça je l'ai découvert en travaillant sur le livre, c'est le fait que dans les conseils d'administration, c'est-à-dire les patrons des mines du bassin de Decazeville, mais c'était aussi ceux de Carmaux, c'était les mêmes schémas. On retrouve les mêmes personnes à la tête des compagnies de chemin de fer qui naissent. C'est-à-dire que c'est les mêmes patrons qui font fabriquer les rails de chemin de fer à partir de La Houille et de Decazeville, et qui exploitent les premières lignes à travers la France. Donc Jeanne a eu un destin exceptionnel, et je pense, Jean Alambre, qu'il faut laisser la part de mystère pour les lecteurs, et en tous les cas
Je les invite à découvrir Jeanne Dagnoux de Corrèze à Decazeville, car c'est vraiment le destin d'une femme exceptionnelle pour son époque d'avant-garde, qui était extrêmement moderne et d'avant-garde. Et merci pour ce temps passé avec vous. Et je voulais juste que vous nous disiez 2 petits mots du dernier livre que vous allez sortir aux éditions Descartes très rapidement. Eh bien, je l'ai avec moi. Oui, alors, c'est à nouveau une histoire de femme. La paysanne de Paris. Voilà, à nouveau une histoire de femme de la Dordogne à Neuilly, à la Seine. Oui. Donc un autre destin de femme à découvrir. Merci Jean Alambre pour cette écriture qui vous remercie. pleine de poésie. Et merci à Corrèze Télévision.